À propos de Cuba, le président dit que Cuba sera la prochaine. Y a-t-il un rôle militaire là-dedans? Comme je l'ai déjà dit, et je pense que vous avez vu ce qui s'est passé dans d'autres cas, toutes les options sont sur la table, y compris les options militaires. Et je pense que Cuba aurait intérêt à prêter attention à la volonté du président Trump d'affirmer les prérogatives stratégiques américaines. Et il n'y a certainement aucun équivalent aux États-Unis d'Amérique. Quand on voit ce que l'influence étrangère a pu faire dans notre hémisphère, cela a été assez minime. Les Russes, les Cubains et les Iraniens au Venezuela. La manière dont les pays se sont rapprochés des États-Unis, de l'ACCC, de ce partenariat, ils comprennent où se situe l'équilibre des forces, surtout dans cet hémisphère. Et cela concerne certainement Cuba. Nous allons donc avoir beaucoup d'options sur ce sujet et nous nous en réjouissons. Voici mon point vidéo de ce jeudi après-midi, 13 août, depuis Larnaca, à Chypre. Parlons de l'actualité. Et commençons par quelques brèves. Une information de dernière minute, ou en quelque sorte de dernière minute, nous arrive des États-Unis. Karoline Leavitt, de l'administration Trump, démissionne. C'est officiel. Trump l'a annoncé. Karoline Leavitt l'a annoncé elle aussi. Et selon ses publications sur les réseaux sociaux et celles de Trump sur Truth Social, elle démissionne afin de se consacrer à sa famille. Elle vient de donner naissance à son deuxième enfant. Et les exigences du poste, le fait d'être à la Maison-Blanche de Trump, vont évidemment lui prendre beaucoup de temps, loin de sa famille. Elle a donc décidé de se concentrer sur sa famille. La famille d'abord. Et c'est une grande nouvelle. Nous attendons de voir qui Trump va nommer comme prochaine secrétaire de presse, porte-parole de la presse, porte-parole de la Maison-Blanche. Qui remplacera Karoline Leavitt? À votre avis, qui sera nommé? Moi, je parie sur, voyons, Podolyak? Peut-être Stunning and Brave. Peut-être que Stunning and Brave passera du poste de principal diplomate à celui de principal porte-parole. Je ne sais même pas qui fait figure de favori pour remplacer Karoline Leavitt. Je parlais justement hier du service communication de la Maison-Blanche avec toute la débâcle autour de l'échange d'avions et de la nécessité évidente de changer de communication. La Maison-Blanche de Trump doit s'éloigner de cette idée de la paix par la force et prendre davantage au sérieux sa communication, notamment dans ses publications. Il faut simplement être plus professionnel et plus sérieux. Je ne dis pas que c'est la faute de Karoline Leavitt. Je dis simplement que cela pourrait être l'occasion pour la Maison-Blanche de Trump de modifier sa stratégie médiatique. Et je pense effectivement qu'elle a besoin d'être revue, qu'il faut changer les choses. Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche. Enfin bref, ce serait quelque chose, non? Bonjour les gens des médias. Je m'appelle Podolyak. Je le dis un peu avec la voix de Zelensky. C'est la seule façon dont je peux prononcer le nom Podolyak. Podolyak. Bonjour, les gens de la presse, je m'appelle Podolyak. Vous me connaissez peut-être grâce au délire et aux tirades de Zelensky. Enfin bref, je plaisante. Bonne chance à Karoline Leavitt. Et voyons qui sera le prochain attaché de presse de la Maison-Blanche. Vous avez entendu parler des Lakers? Puisqu'on est ici, à l'AEK Arena de Larnaca, parlons un peu de sport pendant quelques minutes. Les Los Angeles Lakers ont été vendus pour 12 milliards et demi de dollars. 12 milliards et demi de dollars au PDG de Disney, hier. Et devinez un peu. Vous ne devinerez jamais qui, en partenariat avec le PDG de Disney, vient d'acheter les Los Angeles Lakers pour 12 milliards et demi de dollars. Soit dit en passant. Les Lakers ont été vendus et achetés. Ou alors, une participation majoritaire dans les Lakers a été achetée l'année dernière seulement. L'année dernière seulement, ils ont été achetés ou une participation majoritaire des Lakers a été achetée.
Et donc, au bout d'un an, ils ont maintenant été entièrement vendus. Devinez un peu. Devinez un peu. Je vais vous laisser quelques secondes. Kushner. Oui. Pas Jared Kushner. Joshua Kushner. Joshua Kushner et Bob Iger ont acheté les Lakers de Los Angeles. Oui. Pour 12 milliards et demi de dollars. Les Lakers de Los Angeles vendus pour 12 milliards et demi de dollars à l'ex-PDG de Disney, Iger, et à Josh, le frère de Jared Kushner. C'est ainsi que CNN l'a formulé dans son article. Le frère de Jared Kushner. Ce type-là. Le type qui, il y a tout juste une semaine, cherchait à conclure un accord avec la FIFA, avec Infantino, pour acheter 20% de la FIFA, une filiale de la FIFA, qui percevrait tous les contrats commerciaux liés au sport. That would collect all of the commercial sports deals. Now he is purchasing, or he has Maintenant, purchased, il est en train d'acheter, ou il a acheté, les Lakers de Los Angeles. Alors, voyons ce qui se passe ici. Personne ne revend une franchise sportive de premier plan en moins d'un an. Je n'ai jamais rien vu de tel, a déclaré à CNN un banquier spécialisé dans les transactions sportives. La nouvelle de cette vente intervient alors que Walters, sa société financière, est empêtrée dans des problèmes judiciaires. Walters est le milliardaire qui a acheté une participation majoritaire dans les Lakers il y a tout juste un an. Et ce que dit ce banquier est vrai. On ne voit pas des équipes sportives être revendues comme ça. Ça n'arrive presque jamais. D'habitude, quand quelqu'un achète une équipe sportive, il la garde pendant de très très nombreuses années, voire toute sa vie. Je pense à Steinbrenner aux Yankees de New York, non? I'm thinking Steinbrenner, New York Yankees, right? CNN has not independently confirmed the investigation. CNN n'a pas confirmé de manière indépendante l'existence de cette enquête. Un porte-parole de la société mère de Guggenheim a déclaré au journal qu'ils avaient toujours agi de bonne foi, qu'ils coopéraient avec les autorités et qu'ils étaient convaincus que l'affaire serait résolue favorablement. Ce type, Walters, son entreprise ou son véhicule d'investissement s'appelle Guggenheim ou Guggenheim Partners, quelque chose comme ça. Et il ferait, semble-t-il, l'objet d'une sorte d'enquête. Timing intéressant. Et c'est peut-être pour ça que cette vente a eu lieu. Guggenheim Investments, Mark Walter, il possède aussi les Dodgers. Et il a acquis une participation majoritaire dans les Lakers, dans le cadre d'un accord annoncé il y a un peu plus d'un an. Il les a achetés pour, je crois, quelques milliards. Il a acquis sa participation majoritaire, donc cette opération lui rapporte énormément. Mais oui, il faisait peut-être l'objet d'une sorte d'enquête, et peut-être qu'il avait besoin d'un peu d'aide avec cette enquête. Peut-être. Peut-être. Et voilà qu'arrivent Iger et Kushner, le frère. Vous nous cédez les Lakers, on achète les Lakers, et qui sait, peut-être que cette enquête se réglera. Peut-être. Tout ça, ce ne sont que des spéculations et des suppositions de ma part. Je suis sûr que rien de tout ça ne se passe, de toute façon. Des nouvelles intéressantes en provenance de Los Angeles. Ah, les Lakers. Ceux de Kareem et Magic Johnson. Worthy. Vous vous souvenez des Lakers quand ils affrontaient les Celtics? Worthy. Remember the Lakers when they would take on the Celtics of Larry Bird and Kevin McHale? Epic stuff. De Larry Bird et Kevin McHale. Du grandiose. Alors, parlons de grandiose. Parlons du Gobelin vert et de son interview sur CNN. En fait, il s'est exprimé lors d'un événement pour les jeunes et il a aussi fait quelques commentaires intéressants. Donc, journée chargée pour le Gobelin vert. Et il a dit à CNN que c'était formidable, qu'il était prêt à acheter 5% des Patriots américains, c'est-à-dire de l'ensemble des missiles Patriot que possèdent les États-Unis. Il est prêt à en acheter 5%. Il paiera les États-Unis pour obtenir 5% des missiles Patriot qu'il possède. Pardon, 5% de tous les missiles que possèdent les États-Unis. Sorry. 5% of all the missiles that the US has. That's the deal that he's making to the Trump administration. And he also told CNN. C'est l'accord qu'il propose à l'administration Trump. Il l'a aussi dit à CNN, et le journaliste de CNN écoutait très attentivement. Il était très intéressé par ce que disait le Gobelin vert. Et il a dit au journaliste de CNN
que si les États-Unis cèdent 10%, autrement dit 5% de plus de leurs missiles patriotes, Zelensky garantit qu'il détruira tous les missiles balistiques de la Russie. Quelle affaire! Quelle affaire le Gobelin vert propose à la Maison-Blanche de Trump, hein? On peut y aller comme ça. Quelle affaire de la part du Gobelin vert? 5%. Il les paiera. 5% de plus, 10% au total, et il détruira tous les missiles balistiques de la Russie. And he will destroy all of Russia's ballistic missiles. With whose money is he going to buy these missiles from? Avec l'argent, de qui va-t-il acheter ces missiles? Avec l'argent des États-Unis. Voilà de quel argent il s'agit. Monsieur le journaliste de CNN, écoutez. Je conclus un accord. Je vous fais une offre que vous ne pouvez pas refuser. L'Amérique me donne de l'argent. Je prends cet argent. J'achète des missiles patriotes à l'Amérique. Bonne affaire. 10% pour le grand patron. C'est moi. Oui, il va prendre l'argent des États-Unis ou de l'Union européenne, les 90 milliards que l'Europe va donner à Zelensky. Il va prendre cet argent et il propose aux États-Unis de l'utiliser pour acheter 5% de leurs missiles patriotes et 10% pour détruire tous les missiles balistiques de la Russie. Comment Trump pourrait-il refuser une telle offre? Oh là là, il a aussi dit à CNN qu'il passe des millions d'appels tout le temps. Il appelle des dirigeants du monde entier et il conclut toutes sortes d'accords. Il négocie sans cesse et il conclut toutes sortes d'accords. Il a même dit aux journalistes de CNN qu'il ne pouvait pas entrer dans les détails des accords qu'il conclut et des négociations qu'il mène en tant que président de l'Ukraine sans avoir été élu. Il doit encore organiser une élection, mais bon, on ne va pas entrer là-dedans. Mais en tant que dirigeant de l'Ukraine, il est constamment au téléphone, constamment en train de conclure des accords. Nous savons qu'il voyage constamment. Ça, nous le savons. Et il ne peut même pas donner les détails précis de ces accords. Il dit qu'ils sont tous légaux. Il a dit aux journalistes de CNN, « Rien d'illégal. Rien d'illégal. Mais si seulement vous saviez ce que je dois traverser, monsieur le journaliste de CNN. » If you only knew what I had to go through, Mr. CNN reporter. Mr. Macron, I will... Monsieur Macron, je vais vous donner des substances très intéressantes pour 2 missiles. Je plaisante. C'est une blague. C'est une blague. Juste une blague. Enfin, voyons, on sait bien que ça n'arrivera pas. Je plaisante. Donc, alors qu'il s'exprimait lors de cet événement pour les jeunes, il a révélé qu'il existe un plan entre l'Ukraine et ses partenaires pour amener la Russie à capituler. Il dit que pour arrêter la guerre, chaque fois que l'Occident collectif ou Zelensky dit qu'il y a un plan pour arrêter la guerre, ils veulent dire que la Russie doit capituler. Il dit qu'il existe un plan qu'ils sont en train d'exécuter. Et une seconde, ce plan consiste à faire pression sur Poutine. C'est de cela qu'il s'agit, ce plan, faire pression sur Poutine. That's what this plan is about, placing pressure on Putin. I thought I had the quote bookmarked. Je pensais avoir mis la citation en favori, mais apparemment non. Bref, c'est le plan dont il a parlé avec ses partenaires. L'Ukraine va gagner, va faire pression sur Poutine d'ici l'hiver, parce qu'ils ne peuvent pas laisser l'hiver arriver, compte tenu de la situation, sans missiles de défense aérienne. Et cette pression amènera la Russie à arrêter la guerre, à venir à la table des négociations et à se rendre à l'Occident collectif. C'est ce que Zelensky voulait dire quand il disait « faire pression sur Poutine ». À mon avis, il parle de frappe de décapitation. En fait, Alexander en a parlé dans une vidéo qu'il a enregistrée il y a 2 jours. Il semble bien que le plan de l'Occident collectif et de l'Ukraine soit axé sur une tentative d'éliminer Poutine. Ukraine is focused on trying to take Putin out. That's pretty much their only. They believe that's their only way to. C'est à peu près leur seul. Ils pensent que c'est leur seul moyen d'obtenir une sorte de victoire. Ce qui est totalement faux. Parce que si cela arrivait, la personne suivante serait très probablement Medvedev, et il n'aurait pas la retenue maximale de Poutine. Ça, c'est certain. Du moins, si l'on se base sur tout ce que Medvedev publie sur les réseaux sociaux.
Je cherche la citation du bouffon vert. Zelensky évoque un plan commun avec ses alliés pour forcer Poutine à arrêter la guerre. Poutine ne veut pas arrêter cette guerre, mais il l'arrêtera. Nous avons un plan, a déclaré Zelensky lors d'un forum annuel de la jeunesse ukrainienne. La stratégie repose sur une pression conjointe exercée sur le dirigeant russe, a déclaré Zelensky, sans donner davantage de détails. Faire pression sur Poutine. Voilà le plan. Donc, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui concerne le bouffon vert. Des informations venant d'Ukraine indiquent qu'il serait presque prêt avec un nouveau missile balistique en cours de développement, un missile balistique ukrainien, selon Politico. Une exclusivité de Politico. Le missile balistique, mais Poutine à portée. Formulation intéressante. Kiev développe ses propres missiles balistiques nationaux alors que la menace des missiles russes s'accroît. Et évidemment, ce n'est pas un missile balistique ukrainien. Nous le savons tous. Nous savons tous qu'il s'agit de missiles du bloc occidental collectif qui n'attendent plus que l'approbation finale, probablement des États-Unis. Ils attendent cette approbation finale pour pouvoir être expédiés en Europe, achetés par l'Europe, puis envoyés en Ukraine. Et ils vont coller une étiquette sur ces missiles. Ils diront qu'ils ont été développés par Firepoint et ce sera réglé. Ils diront que ce sont des missiles balistiques ukrainiens. Mais nous savons que l'Ukraine ne fabrique pas de missiles sur son territoire. Ce sont des missiles du bloc occidental collectif qui seront bientôt envoyés dans la zone de conflit. Le Royaume-Uni panique soudainement. Enfin, la marine britannique. Même l'administration Burnham semble un peu prise de panique. Tout ça à cause de la déclaration russe selon laquelle la Russie va commencer à saisir des navires du collectif occidental. Œil pour œil. Le prochain navire que le collectif occidental décidera de saisir, la flotte fantôme, quel nom formidable, le prochain navire que le collectif occidental décidera d'intercepter, puis d'envoler la cargaison, ce qu'il fait aussi. C'est une nouvelle directive ou politique de l'Union européenne. Vous pouvez aussi voler la cargaison. La prochaine fois que cela arrivera, la Russie reproduira cette action. Elle fera la même chose au collectif occidental. Et quels navires vont-ils cibler? Des navires britanniques, français. C'est de ça qu'on parle. Grec peut-être. Malte, sous-pavillon maltais. Sous-pavillon grec. L'Italie, sous-pavillon chypriote. Lloyds de Londres panique parce que ça pourrait vraiment foutre en l'air leur petit monopole de l'assurance dans l'Occident collectif. Vous imaginez si la Russie commence à saisir des pétroliers et des navires? Ça va créer toutes sortes de problèmes pour Lloyds. Ils ne vont pas apprécier. Et donc le Royaume-Uni panique. Et selon le Times, le Royaume-Uni essaie de prendre contact avec l'armée russe. Tout à coup, le Royaume-Uni veut parler. Ils essaient d'appeler Gerasimov, de l'état-major général, mais personne ne répond. Personne ne décroche. Et ça inquiète vraiment, vraiment le Royaume-Uni. Ils ont peur qu'une forme d'escalade se produise. Il pourrait y avoir un risque d'escalade. Waouh! Le Royaume-Uni, tout à coup, s'inquiète d'un risque d'escalade dans toutes ses activités navales, ses guerres de piraterie. Maintenant que la Russie va faire la même chose que ce que le Royaume-Uni, la France et la Suède font, il s'inquiète d'une escalade. Vous auriez dû y penser avant de vous engager sur la voie de la piraterie, avec votre politique de piraterie. Vous auriez dû y penser. Ils n'ont probablement jamais imaginé que Poutine publierait cette directive, cette ligne rouge ou cet avertissement.
En fait, Alexander me disait aujourd'hui, dans une vidéo sur la chaîne The Duran, nous en avons parlé aujourd'hui, que ce n'est pas un avertissement, peut-être même pas une ligne rouge, mais c'est désormais, sans aucun doute, une politique russe. Maybe not even a red line, but it's definitely a Russian policy now. This is policy in Russia with the Russian Navy. C'est désormais la politique de la Russie, avec la marine russe. La Russie va commencer à saisir des navires. C'est la politique. Et la marine russe est prête à le faire. C'est elle qui l'a proposé. Elle voulait le faire depuis longtemps. Elle voulait riposter à ce que fait l'Occident collectif. Donc c'est la politique, et elle va être mise à l'épreuve. Je ne doute pas que l'OTAN, les néoconservateurs et les globalistes branchés vont la tester, et on verra bien. La Russie va répondre de la même manière. Je pense qu'elle va riposter. Si c'est désormais la politique de la marine russe, elle devra riposter. Et donc, le Royaume-Uni essaie maintenant de discuter. Maintenant, ils veulent parler. And so the UK is trying to talk things out now. now they want to talk. Oh, now you want to talk. Okay. Ah, maintenant vous voulez parler. D'accord. No one's picking up. D'accord, le Royaume-Uni. Personne ne décroche. Personne ne décroche. Anyway, that's interesting news from Enfin bref, the Times. c'est une information intéressante du Times, du Financial Times. Il rapporte que le vice-président Vance a demandé à l'Ukraine de suspendre les frappes contre des pétroliers utilisant le port russe. Washington s'inquiète de la campagne de Kiev contre des navires qui chargent du pétrole kazakh à Novorossiysk. Nous avons parlé de Novorossiysk hier. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Les rapports affirment qu'entre 500 et 1000 drones ont été utilisés hier dans l'attaque contre Novorossiysk. Ils affirment aussi que les dégâts ont été minimes, superficiels, limités à la surface du port. Surface level damage was done to the port. Ukraine officials claim that they did manage to Des responsables ukrainiens affirment avoir réussi à toucher, je crois, 3 navires et à endommager partiellement un sous-marin. C'est ce que disent les médias ukrainiens et les analystes ukrainiens. Mais il semble que cette frappe massive, concentrée sur ce port, ait échoué. C'est ce que ça donne, en tout cas. Même si l'on s'en tient au récit ukrainien, ça ne semble pas avoir réussi. Et bien sûr, les récits ukrainiens exagèrent énormément les choses. Mais même en se basant sur leur version, il semble que cette attaque massive de drones ait, pour l'essentiel, échoué. Et maintenant, le Financial Times publie un article affirmant que Vance a dit à l'Ukraine de ne pas s'en prendre à Novorossiysk. Donc ce port, Novorossiysk, est en fait le terminal du CPC, le Caspian Pipeline Consortium, tout ce groupe qui est détenu en partie par des entreprises énergétiques américaines. Chevron ou Exxon. J'oublie toujours qui détient une participation dans le CPC, mais une grande entreprise énergétique américaine, la plus grande des entreprises énergétiques américaines, que ce soit Chevron ou Exxon, enfin, elle détient une participation dans le CPC. Et c'est là que les navires font escale à Novorossiysk dans le cadre du CPC. Et maintenant, Vance dit à l'Ukraine de ne pas s'en prendre à cette zone. Or, l'Ukraine ne pourrait jamais attaquer Novorossiysk sans l'aide, sans l'assistance des États-Unis. L'Ukraine, en gros, n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. S'il y a bien quelqu'un qui fait tout le reste, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, l'OTAN, l'Occident collectif. Et maintenant, d'après le Financial Times, Vance dit à Zelensky de ne pas s'en prendre à Novorossiysk. Je pense que Vance ferait mieux d'appeler directement les néoconservateurs, l'État profond, le Pentagone ou qui que ce soit, et de dire écoutez, arrêtez de cibler Novorossiysk avec des drones. Arrêtez ces attaques, parce que nous avons des intérêts énergétiques. Donc je pense que ce qui se passe ici, c'est un jeu de tromperie. C'est ce qui se passe, à mon avis. Je pense que les grandes entreprises de l'énergie se plaignent auprès de Trump et lui disent « Hé, vous êtes en train de frapper nos intérêts énergétiques. » Et donc, la Maison-Blanche de Trump doit faire quelque chose pour donner l'impression qu'elle agit. Tout le monde sait que derrière ces attaques, il y a au bout du compte les États-Unis. Et les compagnies énergétiques vont voir la Maison-Blanche de Trump et lui disent « Frérot,
arrêtez de nous attaquer. Alors la Maison-Blanche de Trump doit donner l'impression qu'elle écoute les grandes entreprises de l'énergie. Donc, elle fait publier des articles expliquant qu'elle demande à l'Ukraine d'arrêter, mais que l'Ukraine n'écoute tout simplement pas. Et Vance demande à l'Ukraine d'arrêter, mais l'Ukraine n'écoute pas. On assiste donc à cette sorte de jeu. Alexander a une autre théorie. J'ai mentionné Alexander 3 fois aujourd'hui. Eh bien, quoi qu'il en soit, Alexander a une autre théorie. Il dit que ce qui pourrait se passer, c'est aussi une sorte de manœuvre conspirationniste de la Maison-Blanche de Trump, une ruse géopolitique de politique étrangère que Trump aime souvent utiliser. Il publie ces articles disant qu'il demande à l'Ukraine de ne pas attaquer Novorossiysk, en espérant que la Russie les croira, que les Russes penseront que l'Ukraine n'osera pas s'en prendre au port, parce que les plus hauts responsables américains, le président Trump et le vice-président Vance, lui ont ordonné de ne pas l'attaquer. Alors, ils baisseront leur garde, ils relâcheront leur défense. Et ensuite, l'Ukraine frappera, avec les États-Unis derrière elle, bien sûr. Mais la Russie ne tombe pas dans le piège, du moins si l'on se fie à la frappe d'hier. Toutes les défenses russes étaient opérationnelles, et elles ont abattu des centaines, voire 1 millier de drones lors de cette attaque. Donc voilà pour cette mise à jour. Et maintenant, je vais aller à pied jusqu'au centre commercial. Je vais me diriger vers le centre commercial. Make my way over to the mall. And we have some Et nous avons une information de dernière minute. Choquante. Choquante. J'espère que tout le monde est assis pour ce que je m'apprête à vous dire. C'est une information de dernière minute absolument choquante. Souvenez-vous simplement, vous l'avez entendu ici en premier. Et cette information, c'est que les États-Unis contrôlent le détroit d'Ormuz. Information de dernière minute. Information choquante. Vous êtes choqués? Vous êtes surpris? Eh oui, Trump a publié sur Truth Social non seulement que les États-Unis contrôlent le détroit d'Ormuz, il a publié ça hier, mais aussi que les États-Unis pourraient le garder. Ils pourraient s'y accrocher. On l'aime bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais le garder. C'est ce que Trump a publié sur Truth Social. Voyons voir. Où est son message? Les États-Unis contrôlent totalement le détroit d'Ormuz. Je pense qu'on va le garder. Notre blocus naval est qualifié par tout le monde de mur d'acier, et l'Iran ne peut rien y faire. Et puis il explique qu'il n'y a aucune marine, aucune force aérienne qui puisse traverser ce mur d'acier, ou quoi que ce soit. Les gardiens de la Révolution sont décimés, et ils fuient. Leur direction est incertaine, ils n'ont pas d'argent, ils sont fauchés. Tout ce qu'ils ont, ce sont des fausses infos. 300% d'inflation, blablabla. Bref, d'accord. Le mur d'acier, l'homme d'acier. L'homme d'acier, le mur d'acier, l'homme d'acier, mur d'acier. J'aime bien. On va choisir mur d'acier. J'aime bien. C'est fait, Monsieur le Président. Mur d'acier. Cet été au cinéma. Mur d'acier avec Sean Penn dans le rôle du président américain Donald Trump et Justin Trudeau dans le rôle du secrétaire à la guerre Pete Hegseth. Hey, vous avez une bière avec laquelle je peux m'étouffer. Cet été au cinéma. Mur d'acier. Oui, ils vont le garder. Garder Ormuz. Ça me semble être une bonne idée. Une très bonne idée. Gardons Ormuz. Comment vous allez le garder? Je ne sais pas. Gardez-le, c'est tout. À quoi vous vous accrochez exactement? Au détroit. Comment est-ce qu'on s'accroche à un détroit? Je ne sais pas. Accrochez-vous-y, c'est tout. Oh là là. Alors, passons au monde des clones. Et on commence avec... Bojo a donné une interview, je crois, à des médias ukrainiens. Il est très apprécié des médias ukrainiens. Il est aussi très apprécié par les médias de l'establishment britannique. Ils adorent ce Bojo. C'est une histoire de cheveux. Les cheveux. Donc, Boris a dit à ce journaliste que l'histoire selon laquelle il serait allé à Kiev en avion pour convaincre le Gobelin vert de poursuivre le conflit
que tout ça, c'était juste, cette histoire, c'est un ramassis de conneries, a-t-il dit. Je ne sais pas s'il a dit un paquet de conneries. Non, il a dit des conneries absolues. C'est ce qu'il a dit. No, he said utter. Utter bullocks is what he said. That whole story. Utter bullocks. Toute cette histoire, No such thing c'est des happened conneries according to monumentales. Rien de tout ça ne s'est passé, selon Boris. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé à parler avec Zelensky, à passer du temps avec Zelensky, et il a dit qu'il n'y avait aucun dirigeant, dans tout l'Occident collectif, qui aurait pu convaincre Zelensky de ne pas poursuivre le conflit. Donc, il n'est pas allé à Kiev pour déchirer l'accord, que, c'est un fait, l'administration Zelensky avait paraphé, n'est-ce pas? Ce point-là n'a pas été évoqué dans la conversation. Le fait qu'ils avaient paraphé un accord pour mettre fin au conflit, le New York Times l'a rapporté. En fait, le New York Times a publié l'accord dans son intégralité. Alors oubliez tout ça. Oubliez ça. So forget about all of that. Forget about that. According to Boris Johnson, Zelensky was determined. Selon Boris Johnson, Zelensky était déterminé à continuer de se battre. Et la raison pour laquelle il était déterminé à continuer, toujours selon Boris Johnson, c'est que l'Ukraine avait connu un succès immense dans les premiers jours du conflit, de l'invasion russe brutale, totale et non provoquée, selon Bojo. L'Ukraine a fait l'impossible. Elle a repoussé la deuxième plus grande armée, la plus grande armée du monde, dans les premières semaines du conflit. Et elle ne voulait pas s'arrêter. Donc Boris n'a rien eu à voir avec le fait de faire capoter l'accord. Il n'a même pas mentionné l'accord. Donc il n'a pas parlé de faire capoter l'accord. Il a dit que personne n'allait dissuader l'Ukraine et Zelensky de poursuivre le conflit. Boris a donc dit qu'il était en Ukraine pour dire à Zelensky que l'Occident collectif soutenait l'Ukraine et qu'il le soutiendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. C'était son message. Quoi que vous décidiez de faire, si vous voulez poursuivre ce conflit, nous vous soutiendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Et nous savons que l'histoire selon laquelle il fallait faire reculer les troupes russes, nous savons que c'est du pur baratin, comme le dit Boris Johnson. Parce que ce qui s'est vraiment passé, c'est que Macron a appelé Poutine. Il a dit à Poutine, en signe de bonne volonté, « Retirez vos forces armées de Kiev et nous paraphérons l'accord. Nous ferons signer cet accord et le conflit prendra fin. » Et Poutine a accepté. Et dès qu'il a retiré l'armée de Kiev, Boris à Kiev a fait voler l'accord en éclats et le conflit a continué. Voilà ce qui s'est réellement passé. Nous savons aussi que Zelensky se cachait dans un bunker. Il appelait Naftali Bennett, alors Premier ministre d'Israël, et il suppliait Naftali Bennett d'appeler Poutine pour obtenir de sa part des assurances, des garanties, que Poutine n'allait pas chercher à éliminer Zelensky. Nous le savons aussi comme un fait, parce que Naftali Bennett l'a déclaré publiquement. Zelensky avait peur, il se cachait dans un bunker, il l'appelait et le suppliait, parlait à Poutine. Et Poutine a dit à Bennett, « Nous n'avons aucun projet d'éliminer Zelensky. » Donc, quoi qu'il en soit, tout ce que disait Boris est un mensonge total, documenté. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Voici un graphique que j'ai vu sur le compte Telegram d'Intel Slava. Je ne sais pas d'où vient ce graphique, mais il indique l'aide à l'Ukraine par habitant, de 2022 à 2026, l'aide bilatérale totale, hors contribution des institutions de l'Union européenne. Je vais afficher le graphique à l'écran. Donc, cela exclut aussi une grande partie de l'argent de l'Union européenne. Mais si vous regardez le graphique, comme vous pouvez le voir juste là, trouvez votre pays et vous verrez combien vous avez contribué au projet Ukraine par habitant. Chypre est très bas, 3 €. La Norvège, je crois, est en tête, avec 1 909 €. La Suède, 989. Le Danemark, 1808. Waouh. La France, 115. Le Royaume-Uni, 308. L'Islande, 87. Les États-Unis, 334. At 999. Denmark at 1,838. Wow. France 115. United Kingdom 308. Iceland 97. US 334.
So find your country and you will find out how much Alors, trouvez votre pays et vous découvrirez combien vous avez payé pour le projet Ukraine, sans compter l'argent des institutions de l'Union européenne. Je fonds. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, nous sommes sur Rumble, nous sommes sur Telegram, nous sommes aussi sur Substack. Allez sur la boutique du Duran, prenez quelques produits dérivés et explosez ce bouton « J'aime ». S'il vous plaît, explosez ce bouton « J'aime ». Anéantissez ce battage. Abonnez-vous à cette chaîne. Vérifiez que vous êtes toujours abonné à cette chaîne, parce que YouTube retire des abonnements. Et je vous retrouve tout demain. Prenez soin de vous.